5e rendez-vous de ce cycle de tables rondes, masterclass et conférences des JTSE 2020. Nous allons entrer dans l'univers d'une artiste qui a eu une progression fulgurante au cours des années 2018-2019. Il s'agit de la jeune artiste belge Angèle. Nous allons parler de l'aspect scénographique et lumière de la progression de cette artiste, puisque l'équipe qui s'est occupée d'Angèle l'a fait depuis ses débuts en club, dans des toutes petites salles, jusqu'à l'amener à l'aube du confinement du début 2020, où elle évoluait dans des salles type Zénith, voire au-delà. Nous accueillons pour parler de tout cela Philippe Monlon de S-Group et Philippe Mathieu, scénographe et designer lumière. Bienvenue à tous les deux. Bonjour Eric, bonjour à tous. Heureux de te revoir. Une première question, tu es designer lumière, scénographe, c'est un métier qui fait rêver beaucoup de monde. Comment est-ce qu'on devient designer lumière et scénographe ? En fait, j'ai eu un parcours qui était un peu détourné. En fait, ce qui se passe, c'est que j'étais musicien, guitariste, et j'ai évolué dans 2 projets. Et en 1998, les 2 projets ont été signés en même temps, quasiment, en maison de disques et tourneur. Et moi, à l'époque, voilà, j'avais 22 ans, j'étais étudiant en licence de biologie à l'époque, donc rien à voir. Et je fais le pari d'arrêter mes études pour me consacrer pleinement à ces 2 projets musicaux. Et bon, j'avais pas encore de quoi vivre et en faisant que de la musique, et du coup, par l'intermédiaire de techniciens qui travaillaient justement pour ces groupes-là, j'ai eu l'occasion de faire une formation un peu express chez un prestataire de matériel de lumière à Lille. Voilà, à l'époque, ouais, en 1998, il y a très peu d'asservis. C'est l'époque des studios Color et des Cyberlight. Mais j'apprends assez rapidement, en 4 jours, assez intense, les bases du métier de tech lumière, quoi, d'électro. Voilà. Et je vais travailler un petit peu dans cette société, un petit peu en plus pour compléter mon statut d'intermittent en tant que musicien. Voilà. Et bon, dans cette société, je suis un peu, voilà, je suis vraiment dans un rôle de technicien, d'assistant. Alors, les places en console sont hyper gardées, donc j'y ai pas accès. Et je vais avoir une autre opportunité en 2002 de décrocher le poste de régisseur lumière dans une salle de spectacle qui s'appelle le Splendide à Lille, qui est un club rock de 900 personnes. Et là, je vais avoir accès à la console pour la première fois d'ailleurs. Et c'est pendant 5 ans là que je vais réussir à m'amuser, à prendre du plaisir à faire de la lumière, à essayer des choses. Il y a plein de groupes qui arrivent au Splendide qui n'ont pas d'éclairagiste, donc moi, ça me permet de faire leur lumière. C'est comme ça que je vais apprendre à faire de l'éclairage. J'avais vraiment une cour de récréation pour moi. Et en 2005, il y a un groupe anglais qui s'appelle The Servants, qui passe au Splendide et qui n'a pas d'éclairagiste. Je fais leur lumière et ils vont m'embarquer avec eux en tournée. Je vais faire une tournée très intense, de 1 mois et demi, avec quasiment des dates tous les jours. Donc ça, c'est mon premier grand bain dans la tournée en tant qu'éclairagiste. Et voilà, ça va me plaire. Et je vais enchaîner une autre tournée avec un groupe qui s'appelle Aaron, donc qui était sur la même boîte de production que The Servant. Et à ce moment-là, les choses un peu s'accélèrent. Pour au final, je vais faire 2 tournées avec Aaron. Et au final, je vais mettre de côté mes projets musicaux parce que j'ai plus le temps. Et je vais me consacrer pleinement à l'éclairage à partir de 2010. Et là, je vais enchaîner plusieurs artistes, Vitalik, Christine and the Queens, Puggy, R. Voilà. Et en 2017, je rencontre un monsieur qui s'appelle Antoine Jorel, qui, alors lui, a un parcours complètement différent du mien. C'est-à-dire que lui, il a fait des études pour être éclairagiste. Lui est tombé dedans quand il était vraiment tout petit. Donc, il est d'une autre génération. Hein. Il a 25 ans et on va se trouver un peu, on s'entend très très bien, on a un peu les mêmes visions, et du coup on va s'associer à 2. Et lui gérant plus la partie lumière, moi je vais vraiment me mettre à faire vraiment de la scénographie et essayer de
d'apporter pas juste des plans de feu, mais des éléments de décor intéressants, travailler avec des rideaux, voilà, pour être plus scénographe maintenant que éclairagiste. Et alors, de fil en aiguille, tu arrives sur le projet Angèle. Comment ça se passe? C'est des rencontres? Et ben alors, le projet Angèle, ce qui se passe, c'est que donc j'avais tourné avec un groupe belge qui s'appelle Puggy, c'est un groupe de pop. Et avec Antoine Jorel aussi, justement, c'est un des tout premiers projets sur lesquels on a travaillé ensemble, sur la deuxième tournée de Puggy. Et il se trouve que ce groupe Puggy est managé par un monsieur qui s'appelle Nicolas Renard et qui se trouve être le manager d'Angèle. Donc Nicolas va assez tôt dans le projet Angèle vouloir l'entourer techniquement. Donc il fait appel à l'équipe technique de Puggy naturellement. Donc sonorisateur retour face, et donc il va me contacter aussi pour travailler avec Angèle. Je la rencontre une première fois en octobre 2017 pour faire alors c'était juste une journée de résidence dans une toute petite salle à Paris pour vraiment poser les bases d'une conduite d'éclairage. Mais à cette époque-là, elle est toute seule sur scène, elle fait que des premières parties, elle va faire beaucoup de premières parties de Damso et d'IBI. Et le projet, on n'est pas encore à pouvoir avoir un éclairagiste sur la route. Donc j'établis juste une conduite lumière qui est donnée aux éclairagistes dans les salles. Et alors, en quoi consiste le premier kit de ces premières dates? Puisqu'à l'époque, comme tu le dis, Angèle, c'est une artiste qui est émergente, que peu de gens connaissent. Quel kit tu conçois pour elle? Alors vraiment sur la toute première résidence, il y avait vraiment pas de kit du tout. J'étais même pas sur la route. Il va y avoir le deuxième stade, c'est en avril 2018. Donc justement, après toutes ces premières parties, elle commence à avoir un petit peu plus de succès. Les gens commencent à la connaître. L'album n'est pas encore sorti. Et on va faire une deuxième résidence où là, le projet prend un peu d'envergure. Elle rajoute 3 musiciens. Et là, on va avoir un petit kit avec nous sur la route, avec 2 barres de LED en chorus line et élation, qui font deux traits un peu à l'horizontale, comme ça, un peu de biais. Et avec ce kit-là, on va tourner, on va avoir pas mal de festivals. Il y a le Printemps de Bourges, il y a un Trianon, et on va faire pas mal de festivals à l'été 2018. Avec ce kit. À quel moment apparaissent la signature Philippe Mathieu sur la tournée Angèle, que sont les yeux? Voilà. Alors les yeux, ils arrivent en octobre 2018. Alors en fait, justement pendant cette tournée de festival de 2018, on discute pas mal avec le management, avec la production, avec Angèle, et à un moment donné, il arrive cette idée d'avoir des yeux. Mais bon, une fois qu'on a dit ça, on n'a pas fait grand-chose, parce que bon, les gens imaginent, enfin, les yeux, on peut les faire de plein de façons. Ça peut être des yeux globuleux, ça peut être des sphères. Et moi, j'ai envie de partir sur un objet qui serait plutôt, qui évoquerait une icône d'un œil. Et aussi me vient l'idée de mettre de la vidéo à l'intérieur. Voilà. Alors la vidéo à l'intérieur des yeux, c'était pas forcément pour faire une créa vidéo ou quoi que ce soit. Il y avait une double problématique, c'était d'avoir le frère d'Angèle, Roméo Elvis, qui était sur le titre Tout oublié. Et on savait assez tôt que ça allait être un tube. Et on savait qu'elle allait devoir le faire impérativement sur scène, et qu'il faudrait avoir Roméo présent, parce qu'il ne pourrait pas être là tout le temps. Donc on savait qu'il nous fallait une surface vidéo à un moment donné, sauf qu'on était encore dans une optique de club. Hein. Là, on n'est pas encore en zénith. Donc on ne pouvait pas partir, voilà, il fallait être intelligent et trouver une petite surface vidéo. Voilà. Et donc c'est à ce moment-là. Oui, dis-moi. Oui, c'est à ce moment-là que tu fais appel à des compétences techniques externes pour développer cette partie scénographique?
Voilà. Alors, en fait, j'ai imaginé ces yeux, donc le cahier des charges, entre guillemets. J'ai établi un cahier des charges qui a été envoyé à plusieurs entreprises. Donc, l'idée, c'était d'avoir un ruban de LED qui définisse l'icône œil, euh, une surface vidéo au centre pour la vraiment vidéo pour le centre de l'œil, pour l'iris, et après pour le fond de l'œil. L'idée, c'était d'avoir juste de pouvoir teinter un plexiglas, un PMMA, de pouvoir teinter un PMMA derrière pour faire ce fond de l'œil. Voilà. Et ça, ce cahier des charges, l'envoie un peu à plusieurs entreprises. Et, et c'est vrai que la proposition d'S-Group, elle arrive et elle est beaucoup plus forte que les autres pour deux raisons. La première, c'est qu'ils ont déjà de l'écran vidéo circulaire natif, alors que toutes les autres propositions, on était sur un carré de vidéo sur lequel on allait mettre un masque pour faire un cercle. Mais ce qui veut dire que la surface PMMA et la surface vidéo, elle est forcément décalée dans la profondeur du recul qui allait être nécessaire pour le ruban de LED. Et puis, il y a aussi les dots. Enfin, je pense qu'après, Philippe va détailler tout ça, mais les VC dots qui nous permettent d'avoir un pixel vidéo plutôt qu'un simple ruban de LED qui aurait teinté de manière uniforme le fond de l'œil. Tu l'as dit, Philippe, on va le contacter pour détailler toute cette partie technique qu'il a suivie en tant que directeur technique de S-Group. Philippe, bienvenue. Merci Eric, bienvenue chez S-Group, vous êtes ici dans le BE. Alors justement, directeur technique de S-Group, tu n'as pas toujours été. Comment devient-on directeur technique de S-Group? Quel cursus as-tu avant cette responsabilité? Alors, devenir directeur technique chez S-Group, il faut trouver le bon point d'entrée. C'est quelque chose qui s'est passé en 2008. Avant ça, j'avais une entreprise sur Toulouse et on était plutôt dans l'événementiel d'entreprise avec des clients un peu prestigieux comme Airbus par exemple. Et puis voilà, puis le vent a tourné et à un moment donné, j'ai croisé Léon et Alexandre et voilà, et on est parti dans l'aventure. Pour ce projet spécifique de Angèle, dans lequel tu as été impliqué assez tôt, quelle plus-value as-tu apporté? Quelle solution était nécessaire pour accompagner l'artiste? Alors, en général, Philippe Mathieu nous envoie des demandes très précises, très précises, avec déjà un bon choix de matériaux, un choix de source aussi. C'est quand même des éléments lumineux à la base. Donc, il nous a envoyé des croquis vraiment très cadrés, avec le besoin d'avoir évidemment le centre de l'œil actif, la périphérie de l'œil active, et puis surtout, il avait déjà choisi les revêtements de plastique qui devaient faire la face avant. C'est ce qu'on voit sur la vue 3D. On a bien une séparation en trois niveaux. On a le centre, on a la périphérie de l'œil, et après on a un détourage tout autour de ces deux éléments, avec encore un fil lumineux. Donc tout ça, c'était déjà assez cadré. Ce qui était nécessaire, en fait, c'était évidemment sans trop changer les dimensions, de quand même revenir sur une partie, d'avoir un fond de l'œil qui soit une seule partie, de ne pas avoir des césures au milieu parce que ça rend toujours plus complexe la fabrication. Et l'autre problématique, en fait, c'était d'avoir une source vidéo parfaitement circulaire au milieu pour pas avoir une trop grosse séparation entre le blanc et l'iris. Voilà. Donc ça, c'était une ressource qu'on avait déjà chez nous, chez S-Group, puisqu'on on a ces écrans circulaires. Alors, ils ont une taille fixe, ils ne font que 1 mètre de diamètre, mais c'était le bon moment et c'est la bonne occasion, en fait, pour les intégrer dans la construction. Donc, ça a fait exactement le centre de l'œil qu'on voulait, avec un petit vidéo de 5 mm. Et du coup, il nous fallait trouver une source pour faire la périphérie. Philippe était parti sur des sources RGB. On a cherché un moment avec lui qu'est-ce qu'on pouvait mettre. Et finalement, on s'est dit que de surpitcher en fait la vidéo au centre avec notre source vidéo,
derrière un plastique légèrement opacifiant. Ça pourrait donner des effets intéressants et surtout, ça lui permettrait d'avoir une gestion de l'œil en fait directement en vidéo, intégralement en vidéo, sans avoir à multiplier trop les organes de commande qu'il avait en régie. Donc pour cela, vous avez utilisé des VC Dot. Voilà, alors l'idée en fait, ça a été d'intégrer donc des VC Dot, ce sont des pixels à LED qui répondent au protocole P3 de chez Martin. Les VC Dot, c'est assez pratique parce que ce sont des longs rubans en fait qui sont calpinés en fonction des lots. Là, je crois que c'était des 100 mm. Donc ça permettait de façon du moins au départ, on pensait assez rapidement de refaire un matrissage du fond de l'œil. Le pitch à 100 était un peu trop gros, donc du coup, on l'a réduit à 5 cm. Ça représente quand même 460 pixels par œil, avec quelques petites problématiques au niveau du mapping, parce que forcément, comme c'est un ruban, il faut agencer tout ça sur le fond de l'œil, et c'est ce qu'on voit sur la slide là, qui est en train de passer. On a typiquement cette répartition des pixels de façon quasi concentrique autour de l'œil, parce qu'en fait, on suit les rubans qui sont disposés sur une tôle intermédiaire qui a été usinée au laser, avec tout un tas de petites lumières pour pouvoir résorber le trop de câbles en fait, le trop de câbles qu'il y a entre les pixels. En termes de plus-value, tu nous le disais au début de tes explications, il y a cet écran LED circulaire qui vient faire l'iris de l'œil. Vous êtes les seuls à proposer, du moins à l'époque, cette solution ? Alors, les seuls, je suis pas sûr, mais toujours est-il qu'à ce moment-là, cette solution était là, qu'elle était un peu plug and play, et surtout qu'elle avait géométriquement, ça rentrait parfaitement dans l'idée qu'avait Philippe de l'œil au début. Donc, on avait parfaitement cette surface-là au milieu. On n'avait pas un trop gros intercalaire on n'avait pas besoin de faire un masque trop important entre l'intérieur de l'œil et l'extérieur. Et on avait aussi, et ça permettait en plus d'avoir directement donc, la vidéo qui rentrait dans l'œil avec pour lui le choix des médias vraiment en toute liberté, quoi. Et alors au final, ça donne un œil de quelle dimension sur scène ? Alors ça donne un œil qui fait un petit peu moins de 2,50 m de mémoire de large sur 1,30 m de haut. Ça fait un bel élément. C'est pas extrêmement lourd en fait. C'est un élément qui fait à peu près 150 kg. 150 kg sur 3 à 4 points d'accroche selon les versions, puisqu'il y a une version statique, une version motorisée. Ça reste quand même un gros élément. Il a fallu le garder rigide. Il a fallu aussi se garder de prévenir en fait toutes les variations de forme que prend le plastique avec les variations de température, les variations d'humidité. D'où l'intérêt d'avoir vraiment des coupes plastiques d'un seul tenant et de ne pas avoir des bords flottants ou des césures en plein milieu de l'image. Tu nous as dit aussi, quand on a parlé de ce projet, qu'il y avait une incidence du son sur les vibrations de ces matériaux. Comment est-ce qu'on gère ça ? Comment est-ce qu'on évite que les basses fréquences à fort niveau fassent osciller tous ces matériaux réfléchissants ? Ben là, on n'a pas trop le choix, en fait, puisqu'on a vraiment une grande surface. Si on regarde de chaque côté de l'iris, on a une grande surface dans le vide. On a dessous une matrice quasi continue de pixels. Donc, on a fixé le plastique par l'extérieur. On a fait une reprise au milieu aussi autour de l'iris, de façon à s'assurer qu'on n'ait pas trop de vibrations. Et puis après, malheureusement, on le voit sur les vidéos du concert, on peut pas échapper de toute façon à l'environnement sonore. Donc ça vibre légèrement, mais on a quand même réussi à trouver une solution un peu tendue qui faisait qu'on échappait surtout aux infras. Philippe, tu nous as préparé un modèle 3D du pont avec les yeux ? Alors oui, je ne l'ai pas préparé. En fait, ça fait partie des documents de travail qu'on établit pendant le développement de la tournée et puis la construction en fait des éléments. En fait, c'est une vue qui nous a permis en fait de synthétiser plus clairement la position des ponts et la position des trajectoires des yeux.
Tu peux voir ici qu'on a tous les éléments de pont à crémaillère qui nous permettent en fait de faire la translation des yeux vers l'avant. Avec cette difficulté, c'est qu'on voulait garder, enfin Philippe tenait en fait à garder l'idée d'une continuité de pont en plein milieu du visuel, une continuité de machine, tu vois, ici avec des pitchs très précis. Et donc il fallait qu'on ait la possibilité de passer les yeux sous le pont central qui se trouve ici, sous les machines, donc avec des jeux, des fenêtres de passage en fait pour les descentes de chaîne qui étaient assez réduites. Et donc ça, aujourd'hui, ben, c'est l'avantage de travailler directement en 3D avec des modèles réalistes, c'est qu'on va pouvoir justement mieux interpréter ce genre de trajectoire, mieux interpréter les espaces, les tailles restantes, et surtout de pouvoir l'analyser vraiment sur tout un tas de points de vue qu'on n'aurait pas forcément en fait quand on est au plateau ou quand on travaille en 2D. Ce sont les ponts que je t'ai montré tout à l'heure empilés, hein, tu vois, ils sont liaisonnés par 4. Ça tombe bien, on avait fait des dolly par 4. Et tu vois qu'on a ici des éléments, on a tous les éléments constitutifs en fait de l'accroche. Donc la liaison mécanique, les palans asservis, le châssis qui permet de lever les yeux, et puis les yeux eux-mêmes qui sont à leur taille réelle et exactement comme ils vont être après sur le plateau. J'imagine que dans les festivals, ce n'était pas possible d'installer toute cette machinerie systématiquement. Alors, la grande question des festivals, c'était cette partie-là de machinerie, en fait, il y avait projet de la transposer en festival. C'était sur la deuxième partie de la tournée après les 3 jours à Bercy. Et là, malheureusement, les conditions sanitaires font qu'on a arrêté les discussions puisque les festivals se sont tous annulés les uns après les autres. Et donc, on avait effectivement commencé à travailler, et ça demandait énormément de moyens, en particulier de travailler avec deux kits en bascule pour avoir un kit qui soit opérationnel sur un festival et l'autre qui soit en montage la veille sur le festival suivant. Et puis, bon, les conditions sanitaires ont fait qu'on a arrêté ici, on a arrêté à ce moment-là de développer cette partie-là, puisque, bon, de toute façon, malheureusement, il n'y avait plus de festival possible. Alors le dispositif qui a été décrit a été utilisé pendant 35 shows et après il a fallu passer à une autre dimension. La scène grandissait, l'artiste avait de plus en plus de succès, les salles étaient de plus en plus immenses. Donc quelle a été ta démarche pour accompagner ce développement ? Eh ben oui, donc on a fait ces 35 shows qu'on a fini avec 2 Olympias. Et c'est vrai que alors là, vraiment, le projet s'accélère de manière exponentielle. Le succès est là et bien là, comme il était attendu, mais il arrive bien comme il faut. Et on est à peine au milieu de cette tournée de club et qu'on sait déjà qu'il y a une vingtaine de zéniths qui sont en préparation. Et donc là se pose la question de ce qu'on va faire en zénith. Donc moi, les yeux m'apportent entière satisfaction sur la première partie de tournée. Notamment, comme je disais tout à l'heure, grâce au VC Dot et au pixel mapping qu'on va pouvoir faire, on va se retrouver à pouvoir réellement mettre le regard et les yeux d'Angèle dans les yeux. Et c'est vraiment un effet qui marque les esprits et qui plaît vraiment beaucoup à la production, à l'artiste. Et donc, on décide de maintenir ces yeux, mais il va falloir venir un petit peu plus appuyé. Et donc, là, je leur présente des cubes miroirs. Donc, c'est une dalle de LED de 50 cm par 50 cm qui est inscrite dans un cube avec un jeu de miroirs pleins et de miroirs sans teint qui crée une réflexion à l'infini, merci.
Et en fait, ces cubes, je les avais déjà proposés à l'été 2018 à la production. Et au départ, le projet était encore petit. Le terme vidéo leur a fait peur. On dit on ne va pas se lancer dans une créa vidéo tout de suite. Donc, je reviens un peu à la charge avec ces cubes parce que j'en ai vraiment envie. Et je crée un petit prototype que je vais présenter à l'artiste et à la production. Et là, tout le monde est emballé là-dessus. Et alors que moi, au départ, l'idée, c'est de faire vraiment que les petits cubes de 50 cm. À ce moment-là, la production me dit, mais pourquoi on ne ferait pas les praticables des musiciens aussi par le même procédé? Voilà, comme de toute façon, on était reparti à 2 musiciens au lieu de 3, et que j'avais déjà présenté l'idée d'avoir juste 2 praticables en losange. C'est vrai que là, ça coulait de source. Voilà. Donc, du coup, on a refait fabriquer par S Group à la fois les cubes miroirs et les praticables pour les musiciens. Et alors, dans un prochain temps, tu t'es dit, est-ce qu'il n'y aurait pas une opportunité à faire bouger toutes ces choses-là? Il y a un aspect déplacement pour peut-être occuper encore plus la scène. Quelle a été ta démarche? Alors, la démarche de la motorisation de tout ça, bon, alors ça a été d'abord sur les yeux. Voilà. Ce qui s'est passé, c'est qu'on avait 2 options. C'était soit on faisait des yeux plus grands, voilà, soit on gardait ceux qui étaient à l'heure actuelle, ceux qu'on avait, ce qu'on avait fabriqué pour les clubs. On s'est longtemps posé la question, je me suis longtemps posé la question, et finalement j'ai fini par trancher pour garder les yeux qu'on avait en club, parce que je trouvais qu'ils avaient une dimension humaine, entre guillemets, et tous les essais de dessin que j'avais fait, des yeux plus grands, j'avais peur qu'on se retrouve vraiment avec 2 objets un peu plus pâteaux et moins intéressants scénographiquement. Et j'avais aussi cette idée et cette envie de faire rentrer les yeux dans la scène, parce que bon, pendant toute la tournée club, ils étaient juste mis en fond de scène fixe derrière, et à les moments, j'avais envie qu'ils se rapprochent et qu'ils viennent entourer Angèle. C'est d'ailleurs un des tableaux qu'il y a sur la tournée, qui était moi un de mes moments préférés, où vraiment les yeux se rapprochent, justement, voilà, et viennent descendre pour entourer Angèle. Et j'avais pas envie, si on avait fait descendre des yeux énormes, le rapport de proportion entre elle et les yeux aurait pas été élégant. Voilà. Donc je prends cette décision de garder les yeux de la même taille. Et du coup, c'est là qu'on va avoir l'idée de le mettre sur un travelling pour pouvoir vraiment réellement faire avancer ses yeux. La chose que j'ai pas évoquée non plus tout à l'heure, c'est que la surface vidéo des yeux est derrière un miroir sans teint qui me permet d'aller taper des réflexions avec des projecteurs qui sont placés au sol et qui donnent l'impression qu'il y a vraiment des faisceaux, comme on le voit sur la photo là, qu'il y a des faisceaux de lumière qui sortent des yeux. Voilà. Alors on a vu l'approche artistique, la demande de Philippe Mathieu sur ces cubes, cette évolution. D'un point de vue technique, comment est-ce qu'on aborde ces problématiques? Alors pour les cubes, c'était un petit peu différent. C'était une deuxième passe en fait sur les équipements de tournée. On avait déjà des sources qui étaient intégrées dans l'œil, donc on a essayé de rester dans la même gamme évidemment. Ces cubes-là, en fait, la problématique, c'est qu'il faut qu'ils soient. L'objectif, c'était de développer, en fait, de maximiser la taille de l'image qu'on pouvait faire avec, qu'on pouvait faire avec. Et on a essayé de chercher, parce que aussi Philippe travaille souvent avec ce genre de matériaux, un effet de miroir sans teint, de miroir réfléchissant. Et du coup, on est arrivé à cette configuration de cube un petit peu flottant dans l'air, où la problématique, les deux problématiques, en fait, c'était d'abord d'avoir des éléments qui soient le plus épurés possible, qu'on ne voit pas, évidemment, qu'on n'ait pas toute qu'on ne voit rien, en fait, de la source, et puis surtout qu'il reste le maximum transparent. Donc transparent, ça veut dire des parois en plastique. Et le problème des parois en plastique dans le transport, dans la manutention,
tous les jours dans la tournée, c'est que le collage parfois ne suffit pas, voire même le collage parfois, le collage bord sur bord, en fait, on n'a pas assez de prise, quoi, et donc du coup, ça tient pas très longtemps. Donc, je vais passer une slide là d'un cube vu en gros plan, justement. Je ne sais pas si tu la vois. Oui. Voilà, alors tu vois, on a essayé de chercher une structure qui soit, donc, évidemment, c'est un cube. À l'arrière, on a une face réfléchissante, c'est elle qui multiplie l'image. Bon, c'était une des toutes premières photos qu'on a prises, elle est encore à peine défilmée, tu vois, c'était pour envoyer justement à Philippe, pour qu'il ait une idée des effets. Et donc, on a été obligé de trouver un système avec un jonc en plastique qui permet de faire la liaison mécanique entre toutes les parois, encore une fois, pour se prémunir des vibrations, des petits chocs, de tout ce que les cubes peuvent éventuellement encaisser à la manutention. Et on a essayé aussi de garder toutes ces fixations un petit peu, les plus discrètes possibles. Voilà, pour arriver à cette forme-là qui, finalement, vue depuis le public, en fait, on ne voit plus rien, quoi. C'est l'objectif. Donc on a la vidéo sur une face et l'ensemble des images qu'on voit par ailleurs sont des réflexions de cette vidéo. C'est ça. Alors, je vais te remontrer, tiens, une autre vue qui est un peu plus parlante. Donc, on a bien, en fait, tu vois, à l'avant, 3 faces réfléchissantes. Le cube déjà est orienté en diamant, hein, c'est-à-dire qu'on va chercher le point de vue vraiment sur la médiane du cube. On a le cube en diamant, on a 3 faces qui sont en miroir centaine en fait, et à l'arrière on a 2 faces opacifiées qui sont du miroir tout court, et la dalle vidéo, elle en fait se trouve, je ne sais pas si on voit ma souris, mais elle se trouve en bas ici. Et c'est elle, en fait, par l'arrière de cette vidéo, qu'on vient s'accrocher directement sur un pont, tout ce qu'il y a de plus classique. Alors, évidemment, c'est des cubes qui sont extrêmement fragiles à la manutention. Je pense que je dois avoir aussi une vue de l'écrin qu'on a fait. Non, je ne l'ai pas. On a été obligé évidemment de faire un écrin extrêmement bien protégé, une grande tanière avec des parois mousse pour ne pas rayer le plastique, pour vraiment garder. Oui, c'était vraiment un écrin de transport pour ces cubes-là, quoi. Et d'un point de vue de l'accrochage, du coup, ça pose des difficultés particulières puisqu'il faut les pendre, ces cubes, il faut les déplacer. Alors non, en fait, c'était pas trop un problème. On est allé directement créer, tu vois, une accroche sur le pont, c'est du pont triangulaire en 500. Et on a profité en fait de l'angle du pont naturel pour venir positionner les cubes directement dans l'axe de vision que Philippe voulait pour le public. Donc l'axe est fixe, les cubes sont toujours orientés dans le même sens, en diamant, comme tu le disais, vers le public. C'est ça. Et après, dans la scénographie, en fait, Philippe a fait bouger les ponts. Donc là, après, il est allé refaire une géométrie dans sa scénographie. Mais à la base, en fait, les cubes ne bougent pas. Et en fait, à la pose, je ne vais pas dire simple parce que je suis pas allé le faire sur le chantier, sur les montages. Mais l'idée, en fait, c'est que vraiment le cube vient se poser sur la section du pont. Et donc, de suite, il trouve sa position, il trouve sa place. Et après, c'est le pont qui est déplacé dans tous les sens. Je crois d'ailleurs que tu as une vue où on voit les différents cubes montés sur un pont et qu'on peut orienter en 3D. Ah non, alors celle-là, non, je l'ai pas mis de trop mauvaise qualité, mais si tu veux, on peut revenir sur l'image que j'avais avant, qui est là, où justement, mais je sais pas si tu la vois, tu vois le pont à l'arrière ici, avec la ligne d'X4 bar qui se trouve dessous, et tu as sur la droite de l'image, tu la vois la vue? Absolument. Voilà. Tu as la fameuse panière ici à droite, qui est avec tous les petits casiers en fait qui permettent de ranger gentiment et proprement tous les cubes, quoi. Voilà. Très bien. Après, il y a un aspect que aussi vous avez travaillé et qui a fait appel aux compétences type bureau d'études, c'est le transport, le rangement, le transport, le démontage. C'est quelque chose d'important. Tu l'as souligné dans la fragilité des éléments. Dans quelle direction est-ce que vous avez travaillé pour préserver et la rapidité de montage-démontage et la sécurisation des éléments pendant le transport? Dans tous les systèmes qui partent en tournée, en fait, on a toujours ce compromis entre l'ampleur du décor, le conditionnement en camion, la mise en place,
la rapidité d'exécution sur le lieu. Donc, ça fait intégralement partie en fait du travail du bureau d'études, évidemment, d'optimiser tout ça, de ramener tous les éléments taille camion, bien sûr, de les rendre au maximum les plus manipulables, et en évitant évidemment d'avoir forcément recours à des engins, puisqu'on a déjà il y a déjà des systèmes de levage qui sont en place. Alors, sur les cubes, c'était assez simple, c'était des panières de rangement. Pour la partie des yeux, on est allé chercher directement un système de chevalet. Donc, les yeux, en fait, venaient se ranger directement dessus. Ils étaient prêts à lever et à la redépose, évidemment, ils étaient accueillis directement par la dolly de transport. Et puis ensuite, pour tout l'ensemble de la partie asservie qui permettait de déplacer les yeux, on a essayé d'optimiser, on optimise, mais on essaie chaque fois d'aller un peu plus loin. On essaie d'optimiser en fait le rangement des éléments pour d'abord optimiser la place dans le camion et puis essayer de trouver une ergonomie, une mise en œuvre qui soit la plus rapide. Donc c'est le cas par exemple, je pense que sur cette slide-là, tu vois par exemple qu'on développe par exemple au plus standard, c'est-à-dire qu'on puisse quand même réutiliser pour d'autres systèmes, mais bon, des fois, il faut quand même aller faire un peu de sur-mesure. Donc, par exemple, ici, tu vois, on a un chariot qui permet de transporter 4 éléments de pont empilés. Ces éléments de pont, en fait, sont les ponts à crémaillère qui permettent de déplacer les yeux dans la scénographie. Et tu vois qu'à l'intérieur, en fait, ici, on va avoir directement conditionné prêt à utiliser, en fait, on a les palans asservis avec un bac de rangement. Et alors, je n'ai pas de photo, mais on a également sur certains ponts directement des supports, des bacs en bois, en fait, qui permettent de stocker le câblage en attente du prochain montage. Et alors, par rapport à l'expérience que tu peux avoir des différentes tournées et concerts dont tu t'es occupé en termes de technique, est-ce que le temps de démontage était bien supérieur avec une scénographie comme ça, relativement asservie, avec des éléments assez fragiles, ou est-ce que ça se tient par rapport à un kit lumière traditionnel? Je pense que Philippe pourra donner des timings plus précis en fait sur le montage, mais honnêtement, j'ai pas eu de retour particulier sur des complexités mises en place. Sur ce genre d'installation, il y a beaucoup de choses dépendent en fait de la qualité du rig et de l'accroche préliminaire. Une fois que ça s'est mis en place, c'est bon, mais je pense que il y a toute une fluidité du montage qui dépend évidemment de la préparation qu'on aura fait au bureau d'études, mais qui va aussi dépendre en fait des équipes sur place et de la gestion. Donc tout ça, c'est pas uniquement le BE, c'est pas uniquement les équipes sur place. C'est une espèce de mayonnaise qu'on essaie de faire prendre au plus juste, quoi. On essaie d'intégrer des éléments. On essaie d'intégrer les éléments pour qu'ils soient le plus vite mis en place sur site. Je peux te montrer par exemple ce genre de panière de dolly de transport qu'on utilise. Par exemple, là, c'était par exemple toute la partie d'asservissement moteur. On utilise des panières, par exemple, comme ça, dans lesquelles on a toute l'électronique qui est pré-stockée en bas. On a un bac à câble en haut qui permet de recevoir tous les taurons. Et évidemment, tous les actifs sont pré-câblés à la préparation de la tournée. Donc, ça limite aussi énormément le risque d'erreur, de rebrassage de tous les flux. Et on fait ça aussi bien en lumière qu'en son, qu'en machinerie. C'est devenu des éléments sine qua non pour avoir une fluidité totale du montage. D'accord, donc le secret, c'est bien préparer, et bien mettre en œuvre, et ça ne pose pas de problème. Par contre, sur le slide que tu viens de passer, je ne sais pas si on l'a vu à l'écran, avec les chevalets et les éléments conditionnés, ça reste quand même des éléments sur mesure. On ne peut pas tout standardiser. Donc, il y a quand même une partie il y a quand même une bonne dose d'adaptation aux éléments de déco qui sont vraiment très dédiés à la scénographie.
Et ce qu'on voit sur la slide actuelle, là par exemple, le rangement des éléments sur une espèce de chevalet, c'est le genre d'adaptation qui peut prendre un certain temps pour avoir vraiment le degré d'ergonomie dont on a besoin sur place et sur le plateau. Les praticables en vidéo, par exemple, qu'on voit sur la tournée, il fallait qu'ils puissent servir aussi bien en festival que sur un plateau de Zénith. Ça veut dire qu'il faut à un moment donné qu'on puisse les préparer à l'avance dans un espace assez réduit, parce qu'on n'a pas forcément beaucoup de place sur les latéraux de scène. Il fallait pouvoir les déplacer pour pouvoir les amener le plus vite possible en place. Donc, il fallait qu'ils soient sur roulette, mais pas trop haut, pas trop bas. Enfin, tout ce travail en fait de préparation, ça fait partie intégralement, je pense, de ce qu'on essaie d'amener à nos clients en plus pour que leur tournée se passe le mieux possible. Un kit comme ça devient une sacrée affaire à monter, à démonter. Quand on arrive sur des festivals, comment est-ce qu'on s'adapte? Comment est-ce qu'on s'adapte aux différentes configurations de scènes et de salles? Eh ben, c'est vrai qu'après la toute première série de Zénith, donc là on est en juin 2019, et en fait on n'a même pas le temps de souffler. On finit le dernier Zénith à Paris et le surlendemain on est en festival. Donc logistiquement ça a été très compliqué, voilà, mais heureusement le groupe nous a bien épaulé là-dessus, parce qu'on passe d'un kit de Zénith à un kit de festival, et en plus de ça, donc c'est les festivals de 2019. Il y a une certaine latence dans les programmations de festivals. Les festivals de l'été 2019 sont programmés, grosso modo, les programmations sont bloquées à Noël ou au tout début de l'année. Et évidemment, le succès d'Angèle, il est exponentiel à ce moment-là. Et nous, on arrive en festival sur des positions où on n'est pas forcément headliner. Pas forcément headliner parce qu'au moment où Angèle a été bookée, elle pesait pas forcément un headline. Et dans les 6 mois de temps qui se sont passés, par contre, elle déplace des foules équivalentes à un headline. Donc on est dans une position un peu bancale. C'est-à-dire qu'on doit assumer le succès de l'artiste et la position. On ne peut pas arriver sans rien. Et en même temps, on doit se contraindre aux autres têtes d'affiche qui partagent avec nous les festivals. Donc, sur l'été 2019, on va prendre le choix de ne pas motoriser les yeux, de repartir dans la configuration qu'on était dans les clubs, c'est-à-dire avec des yeux fixes. Et on prend juste les praticables musiciens vidéo et les projecteurs qui nous permettent de faire les réflexions dans les yeux, ce en quoi je m'y attachais vraiment. Voilà. Et ensuite, on va repartir pour des zéniths et même 4 Bercy. Donc là, on va grossir le dispositif, mais ça se jouera sur la vidéo, sur l'ajout d'un écran vidéo LED qui prendra tout le fond de scène. Et voilà. Et on aurait dû évidemment faire des festivals à l'été 2020, où là, on aurait pris vraiment des places de headline qui nous auraient permis de mettre de la machinerie et de l'asservissement des yeux sur ces festivals-là. Voilà, mais malheureusement, le virus nous a stoppé net. Merci beaucoup Philippe pour ces explications. Bravo pour cet accompagnement d'artistes pendant ces 2 ans. Merci à toi. Merci beaucoup et puis à très bientôt dans les salles. Oui, j'espère. À très bientôt. Bonsoir Philippe. C'était Philippe Mathieu, Philippe Monlon qui ont accompagné l'artiste Angèle durant les saisons 2018-2019. Merci à vous toutes et vous tous pour votre attention et rendez-vous au JTSE en 2021 en présentiel, nous l'espérons tous. Bye bye.